Bon alors l'objectif du jour, c'est de réussir à être clair, concis et efficace, sans être trop long. Ça va pas être de la tarte. Et salut vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un peu hivernale. Vous voyez mon petit sapin à côté de moi. On l'a pas mis au même endroit que d'habitude cette année et c'est un peu handicapant. Ça me stresse, mais c'est pas trop moche. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan, le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Challenge qui s'est terminé fin novembre, début décembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 décembre. J'espère réussir à faire ce montage assez rapidement pour vous sortir ça assez vite, parce que j'ai encore plein de vidéos que j'aimerais sortir avant la fin de l'année. Il serait temps de se bouger. Et cette année, j'ai pratiquement réussi le Pumpkin Autumn Challenge. Il y avait 14 catégories et j'ai lu 15 livres. Sauf que vu que je ne m'y suis pas très bien pris, il y a une catégorie pour laquelle je n'ai rien lu. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Dans l'ensemble, je suis quand même très content de ce challenge. Je pensais vraiment pas y arriver cette année parce que j'étais pas bien parti. Et quand j'ai fait le point, en fait, je me suis rendu compte que j'avais lu, mine de rien, beaucoup de choses cet automne. Comme d'habitude, ce bilan ne correspondra pas vraiment à la palle que je vous ai fait au tout début de l'automne parce que vous me connaissez, je fais toujours 1001 changements, donc il y a plein de livres que je pensais lire que j'ai pas lus, que j'ai remplacés par d'autres trucs. Bref, on commence. On commence avec le premier menu qui s'intitulait Automne frissonnant. La première catégorie s'intitulait Ghost Hunt. Les mots-clés étaient exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et pour cette catégorie, j'ai lu une BD, Homesick Pilots. C'est un premier tome. Et c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé Homesick Pilots. C'est un comics que donc j'ai lu en VO parce que ce n'est pas encore sorti en français. Je ne sais pas si ça sortira en français. Navré. Et c'était vraiment très très bien, ça ressemblait assez peu à ce à quoi je m'imaginais, mais je n'ai vraiment pas été déçu. On va suivre dans Homesick Pilots l'histoire de Amy, qui est une jeune fille, une adolescente, qui fait partie d'un groupe de punk rock. Et en gros, un jour, elle va aller se réfugier dans une maison qui est réputée pour être hantée. On est sur la côte californienne. Et ben elle va disparaître, donc ses potes vont se lancer à sa recherche. Et nous, on va suivre Amy. Amy qui est en fait missionnée par cette maison qui est genre presque vivante, qui va lui demander de l'aider à retrouver des objets qui faisaient partie de cette maison, des objets qui sont hantés. Et donc Amy va se voir offrir quelques pouvoirs magiques qui vont l'aider dans sa quête d'objets hantés. Sauf que la maison n'est peut-être pas si honnête qu'elle n'y paraît. Et voilà, on va suivre Amy, on va suivre aussi ses amis qui sont à sa recherche. J'ai trouvé ça très bien. Plein de questions, genre quand je l'ai terminé, j'étais en mode je veux en savoir plus. Et je sais que le tome 2 et 3 sont d'ores et déjà disponibles en VO. Sauf que malheureusement, ils sont un petit peu chers. On est sur du comics souple quoi, format kiosque. Et vraiment, eh bien, les tomes suivants ne sont pas donnés à cause des frais d'importation. Donc j'aimerais beaucoup continuer, mais ça va coûter un peu de sous. Donc bah, je verrai bien. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitulait Le portrait du mal. Ici les mots-clés, il n'y avait pas de mots-clés. Pour cette catégorie, il fallait choisir un livre avec un visage sur la couverture. J'avais sélectionné 2 livres. Ben, j'ai lu les 2. J'avais sélectionné Blue Period, le tome 6. C'est un manga de Tsubasa Yamaguchi. Je ne vous le présente pas parce que ben, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga. Une saga qui se passe dans une école d'art, c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup. Avant de lire ce tome 6, j'ai relu les tomes 3, 4 et 5, je crois, parce que j'avais oublié plein de choses, et ça a été vraiment hyper cool de relire tout ça, et de lire ce 6e tome. J'ai encore les tomes 7 à 10 dans ma palle, que je vais lire bon voilà, très 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 bientôt, parce que c'est une saga qui me plaît toujours autant, et vraiment ça a été une super lecture. Si vous aimez l'art, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous lancer dans Blue Period. Le deuxième livre que j'avais choisi, c'est Le Tyran de Michael Sisko, traduit en français par Mélanie Fazi, et c'est sorti au Diable Vauvert. Et là, eh ben, ça a été une lecture un peu en dents de scie, dans la mesure où quand je l'ai lu, j'étais incapable de dire si ça me plaisait ou non. Et après l'avoir terminé, je me suis dit... En fait, c'était vraiment bien et j'ai envie de le relire. Dans Le Tyran, je vous en ai déjà parlé, on va suivre l'histoire de Ella, qui est une jeune fille handicapée, qui a le pouvoir un petit peu
de voir et de manipuler l'ectoplasme, qui est une matière qui est laissée par les êtres qui viennent de l'au-delà. Et en fait, Ella et le docteur Belloria vont étudier ensemble un patient qui est épileptique et qui peut un peu franchir le voile entre le monde des vivants et le monde des morts. Et on a une plongée ici dans un roman de weird fantasy qui est vraiment très absurde, très abstrait, où on comprend pas trop ce qui se passe. On a l'impression d'être dans un rêve, tellement on accumule les scènes sans vraiment qu'il y ait de lien entre ces scènes. On change de décor sans prévenir, c'est vraiment une lecture très étrange, très bizarre. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé parce qu'une fois qu'on la termine, on a un peu cette sensation de complétude et on se dit « Ok, j'ai lu une œuvre bizarre, mais assez marquante et j'ai presque envie de la recommencer depuis le début parce que maintenant que j'ai la plupart des clés en main, je vais peut-être mieux réussir à l'apprivoiser et à la comprendre. Et je pense que c'est vraiment un livre qui mérite une double lecture. Voilà, j'en ai lu, je ne l'ai lu qu'une seule fois, mais voilà, je vais le garder bien précieusement dans ma bibliothèque pour le relire dans quelques années parce que mine de rien, j'en garde un souvenir assez positif, même si pendant ma lecture, je savais pas trop sur quel pied danser. Donc si ça vous intrigue, ben lancez-vous. Sachez juste que c'est un livre très compliqué, vraiment, c'est pas un livre facile à lire, ça nécessite d'avoir une lecture assez active, limite de prendre des notes, de se poser. Après, vous pouvez faire le choix de vous laisser un peu bercer par l'histoire, mais attendez-vous vraiment à être totalement perdu. Mais personnellement, voilà, avec du recul, ça m'a beaucoup plu, et j'ai très envie de lire les autres livres de Michael Sisko, parce qu'il a l'air d'être très réputé dans le milieu de la weird fantasy. Donc à voir ce que ça peut donner sur d'autres romans. Et la dernière catégorie pour l'automne frissonnant s'intitulait Des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Ici les mots-clés étaient historique, drame, biographie à Delphes. Et pour cette catégorie, eh bien, j'ai décidé de lire le livre des sœurs de Amélie Nothomb. Je vous l'avais présenté lors de ma palle. Livre que j'ai d'ailleurs pu faire dédicacer par Amélie Nothomb. C'était une super rencontre. Et j'ai beaucoup aimé le livre des sœurs. Ça faisait 2 ans que je ne lisais pas le nouveau livre de Amélie Nothomb, alors qu'avant je le lisais tous les ans. J'ai donc raté Soif ainsi que le livre de l'an passé. Je ne sais plus ce que c'était. Mais le livre des sœurs a été une très bonne lecture. On y suit 2 sœurs, 2 sœurs qui ne se ressemblent absolument pas, et on va suivre un petit peu leur parcours de vie. C'est tout ce que je peux vous dire, hein, parce que c'est un roman très court, donc j'ai pas envie de vous le spoiler, de gâcher la surprise. Mais voilà, on va suivre la vie de ces 2 sœurs, ainsi que leur relation avec leurs parents, qui sont pas vraiment aimants, qui sont ce qu'ils sont. Je peux vraiment pas vous en dire plus, mais ça a été une lecture intéressante qui m'a beaucoup plu. On sent qu'elle y a mis beaucoup de sa vie, je pense, de sa jeunesse, et puis elle parle de relations de sororité, et on sent qu'elle parle aussi de sa relation entre elle et sa sœur, et j'ai trouvé ça très beau et très intéressant. Le deuxième menu s'intitulait Automne de l'étrange, et pour la première catégorie, qui s'intitulait Les mystérieux habitants de Pottsfield, ici les mots-clés étaient Halloween, Samhain et automne, et bien j'ai décidé de lire Pumpkinheads de Rainbow Rowell, et ça a été un peu mi-figue mi-raisin cette lecture. Je l'avais acheté d'occasion sur Vinted, j'avais très envie de le lire parce que à l'automne dernier, je l'avais vu passer sur plein de chaînes, et je m'étais dit bah, peut-être que l'an prochain je le lirai, et je vous avoue que j'ai trouvé le temps un petit peu long. Dans Pumpkinheads, on va suivre 2 amis dont j'ai oublié les prénoms, qui travaillent dans un genre de marché de l'automne, genre l'équivalent du marché de Noël mais pour Halloween, où voilà, on peut venir acheter des citrouilles, on peut venir manger plein de spécialités culinaires de l'automne très américaines. Voilà, c'est le marché de Noël mais de l'automne. Et on suit ces 2 amis qui travaillent sur un stand, et c'est leur dernière année dans ce marché, et donc le garçon a envie d'aller draguer la fille sur qui il a flashé depuis au moins 3 ans, donc sa meilleure amie lui dit allez vas-y, et donc pendant tout le roman elle le pousse à aller parler à cette fille. Et en fait, on suit un petit peu leur parcours dans ce marché, où ils s'arrêtent un peu à chaque stand, il leur arrive des petites aventures, et ils dégustent des spécialités. C'est un graphique qui peut donner faim, parce que franchement, c'est le truc que j'ai trouvé le plus sympa, c'est de voir toutes les spécialités culinaires d'Halloween. Mais mis à part ça, j'ai trouvé ça un peu plat, très prévisible, pas très original, enfin... Ouais, pas une lecture qui me marquera, je suis même pas sûr de le garder dans ma bibliothèque. Voilà, c'était bien, c'était mignon, c'était chou.
mais c'était pas très marquant. La seconde catégorie pour l'automne de l'étrange s'intitulait la cueillette des champignons. Ici les mots-clés étaient forêt, récolte, poison et petit peuple. Et là par contre, j'ai lu un autre graphique qui lui m'a vraiment beaucoup plu. Ça a même été un petit coup de cœur je pense. Il s'agit de Zoc, c'est de Jade Koo ou de Jade Koo, je ne sais pas trop. Il me semble qu'elle est française donc on va dire Jade. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était beau. Dans Zoc, on va suivre eh bien une jeune fille qui s'appelle Zoc, je crois que c'est son prénom. Zoc qui a un pouvoir assez singulier. Elle a le pouvoir de retenir l'eau dans ses cheveux, ce qui fait que s'il pleut, eh ben, elle va avoir un genre de bulle d'eau qui va flotter autour de sa tête parce que ses cheveux conservent l'eau. Voilà. Et Zoc, elle galère en fait avec ce don parce que dès qu'il pleut, dès qu'il y a des trompes d'eau, elle se retrouve avec un lac qui la suit vu que elle traîne l'eau par ses cheveux. Et un jour, en fait, elle va entendre parler d'un village qui a été inondé et elle se dit je vais me rendre utile, je vais y aller. Et en gros, elle va tremper ses cheveux dans l'eau du village parce que donc il y a eu cette fameuse crue et elle va retirer toute l'eau, donc les gens vont être trop contents et ils vont pouvoir rentrer vivre chez eux, sauf qu'elle se retrouve avec l'équivalent d'une crue entière qui la suit telle une traîne et donc eh bien elle va parcourir des plaines et des champs pour trouver un lieu où se débarrasser de toute cette eau sans que ça gêne personne. Et voilà, je vous en dis pas plus, mis à part que sur sa route, elle va croiser un jeune garçon qui lui aussi a un don assez singulier, puisqu'il fait des combustions spontanées. Donc sous le coup de fortes émotions, il va prendre feu, et lui aussi, ça ne l'aide pas dans la vie. Et on va suivre ces deux personnages qui vont parcourir un petit bout de chemin ensemble, et j'ai trouvé ça très beau, très poétique, très magique, très onirique. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé Jade Koo dans cette bande dessinée parce que on va aussi suivre des oiseaux mais qui font office de conteurs d'histoires. Et voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique, très touchant, très beau et c'est une BD que je vais garder très précieusement dans ma bibliothèque. Pour la catégorie In the Dark, I Hear a Call, les mots-clés étaient fantasy, ambivalence, quête, destinée, lumière et obscurité. Pour cette sous-catégorie, j'ai lu un truc énorme, je vous l'ai déjà présenté. J'ai lu Malice de John Gwynne, je vous en ai déjà fait une chronique détaillée sur la chaîne, je vous mets le lien ici, là, quelque part. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ma review. C'était un bon roman de fantasy, c'était pas un coup de cœur, c'était pas le meilleur roman de fantasy que j'ai lu de ma vie, ni même de l'année, mais ça avait le mérite d'être sympa et divertissant, ça ne réinvente pas le genre, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc on peut dire que c'est quand même un bon roman de fantasy. C'est le premier tome d'une quadrilogie. Voilà, j'espère que les prochains seront aussi bons, voire mieux que le premier, parce que mine de rien, ce premier tome était tout de même très introductif. Il pose pas mal de pierres pour la fondation de cette grande saga. Et voilà, j'ai très envie de lire le second tome. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, tenez-vous prêts à lire quelque chose de très introductif, de très classique, mais de très bon. Et pour la dernière catégorie de ce menu qui s'intitulait Sois vent, rêve, cendre et néant, et j'ai pas noté le reste de la phrase, les mots-clés étaient conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Et là, j'ai lu un roman gothique fondateur du style Dark Academia qui fonctionne très bien avec le mot-clé disparition, puisqu'il s'agit de The Secret History de Donna Tartt. Pareil, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne parce que pour le coup, ça a été un gros coup de cœur. J'ai mis plein de post-it dedans parce que vraiment, ça a été une très bonne lecture. Si vous aimez le style Dark Academia, que vous n'avez jamais lu ce roman, lancez-vous, vraiment, je ne sais pas ce que vous attendez. J'ai beaucoup aimé. Petite parenthèse, ce n'est absolument pas de la SFFF. On est vraiment dans un roman gothique, mais pas fantastique. Et voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en ai quand même pas mal parlé sur la chaîne. Mais je vous recommande juste d'aller le lire parce que c'était excellent et j'ai très envie de lire tous les romans de Donna Tartt.
Bon, je suis désolé, hein, c'est très expéditif comme vidéo, mais il y a tellement de livres qu'il faut que je me grouille. Allez, et on continue avec le troisième menu qui s'intitulait Automne, douceur de vivre. La première catégorie s'intitulait Deux citrouilles en valent mieux qu'une, et pour cette catégorie, il fallait lire, commencer ou terminer une duologie. J'avais mis dans ma liste Vicious de Victoria Schwab ou alors The Devouring Grey. Je n'ai lu aucun des deux. Je n'ai lu aucun des deux parce que j'étais en retard dans mon challenge et au lieu de ça, j'ai lu une duologie en bande dessinée et j'ai lu la duologie Le Printemps suivant de Margot Motin. J'avais lu le premier à sa sortie l'an passé, je crois, et là j'ai lu le second tome qui vient de sortir. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer Margot Motin pour le travail. Elle m'a laissé une petite dédicace qui m'a fait très plaisir. C'était vraiment une belle rencontre. Et écoutez, au niveau de la BD en elle-même, c'était plutôt sympa, même si ça ne sera pas... Alors, du point de vue dessin, je trouve que c'est une des meilleures qu'elle ait faites, parce que j'ai trouvé que les dessins étaient magnifiques, et sur ça, j'ai beaucoup aimé. Mais sur le reste, j'ai trouvé ça très bien, très sympa à lire, mais j'ai une préférence pour les BD, pour ma préférée, qui est La Tectonique des plaques, que j'ai trouvé un peu plus... je sais pas, un peu plus onérique, un peu plus personnel, même si au final dans celui-ci elle aborde des sujets très personnels, puisqu'elle y aborde l'histoire de son couple, puisque dans Le Printemps suivant on suit Margot Motin qui achète une maison avec Paco, qui lui aussi est auteur de BD, et ensemble ils achètent une maison, ils s'installent ensemble pour construire leur vie de couple, quoi, pour construire l'avenir, et ils se rendent compte qu'au final c'est assez difficile parce que voilà, ils ont chacun leur tort dans la vie et que la cohabitation, ça se fait pas du jour au lendemain, et voilà, leur couple va rencontrer quelques obstacles et on va découvrir comment est-ce qu'ils vont surmonter ces obstacles, toujours avec beaucoup d'humour et de second degré. Mais voilà, c'était une bonne BD, c'était bien, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça sera pas une de mes préférées de Margot Motin, mais c'était tout de même une très bonne lecture. La deuxième catégorie de ce menu s'intitulait La Maison Slangster, et pour cette catégorie, je n'ai pas respecté les mots-clés et j'ai juste gardé le mot maison. Et j'ai lu ce qui a été la première lecture du book club, donc de mon Patreon, et on a lu donc La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. Et c'était une lecture très bien, très marquante. Je vous en ai pas encore parlé en détail sur la chaîne. On a fait une réunion avec le book club pour en parler, donc j'ai l'impression d'en avoir déjà fait le tour. Mais écoutez, je vais revenir dessus assez rapidement. Je vous refais pas le topo parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo de présentation, mais j'ai beaucoup aimé La Maison des Feuilles. J'avais peur que ce soit un livre qui soit totalement inabordable. Vraiment qu'on ne puisse pas le lire, qu'il y ait plein de gens qui abandonnent en cours de route dans le book club, parce que c'est un livre très exigeant, qui ne prend pas son lecteur par la main, et on peut vite se sentir un peu perdu et frustré. Néanmoins, je pense que je m'en suis fait une montagne pour au final, entre guillemets, pas grand chose, dans la mesure où si on prend le temps de se poser, de le lire, en fait ça passe vraiment tout seul, et c'est pas si compliqué que ça en a l'air et que ce qu'on nous dit. Voilà, il faut juste prendre le temps. C'est un livre qui est très long, qui est plein de lenteur, qui est plein de frustration, mais en parallèle à ça, c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il m'a fait voyager et il m'a fait peur. Genre vraiment, rarement un livre m'aura fait aussi peur. Il y a de nombreux passages où j'étais pas bien du tout et où je faisais pas le fier pendant ma lecture. C'est une lecture qui m'aura marqué, je pense. C'est le genre de livre qui marque, je pense, une vie de lecteur, pour le peu qu'on ait adhéré et apprécié le projet et le concept, parce que c'est vraiment un livre labyrinthe où chacun au final peut y trouver sa propre interprétation. Ça a été d'ailleurs passionnant d'en parler en live pendant la réunion du club de lecture, parce que voilà, chacun avait théorisé, avait compris quelque chose de différent, et je trouve que c'est un livre très agréable à lire en groupe, parce que c'est d'autant plus agréable ensuite d'en débattre pour voir ce que chacun en a compris. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans La Maison des Feuilles, si vous êtes prêt à être frustré, à grincer un peu des dents, lancez-vous, parce que pour moi c'est une expérience de lecture assez unique qui mérite d'être vécue, et je pense que même les personnes qui n'ont pas apprécié leur lecture, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas du tout aimé, ont quand même été contentes de l'expérience de lecture et de se dire bon je l'ai lu, je sais ce que ça vaut, je me suis fait mon avis dessus, mais voilà, c'était une expérience de lecture marquante, prenante,
Et je pense que pour le coup, c'est une opinion qu'on partage toutes et tous, même ceux qui n'ont pas aimé le livre. Bon, après je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas la prétention de parler pour tout le monde, mais j'ai eu cette sensation-là. Toujours dans le menu automne douceur de vivre, pour la 3e catégorie qui s'intitulait Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, les mots-clés étaient nourriture, enfance, transmission, plaisir non coupable. Ici, au départ, je voulais lire Justicière 2 de Brandon Sanderson, et au final, vu la brique que c'est, j'ai pas du tout eu le temps de le lire, et à la place de ça, j'ai lu une BD dont je me suis déjà débarrassé, qui s'intitule La bibliothèque des vampires. Je vous mets un petit insert ici. Et vraiment, pour moi, cette BD n'a pas été une réussite. Pareil, je vous en ai déjà parlé en vidéo, donc je vous mets encore en barre d'infos la vidéo où j'en ai parlé. Mais voilà, ça a été une expérience peu concluante pour moi, peut-être trop jeunesse, et je pense que j'en avais trop d'attentes, même si j'avais beaucoup aimé le dessin. Donc voilà, pas très marquant. Et on boucle ce 3e menu avec la dernière catégorie qui s'intitulait Chante-moi une chanson. Les mots-clés étaient mythes et légendes, voyage temporel et magie. Et c'est pile pour le coup de cœur du challenge que le soleil pointe le bout de son nez, puisque je pense que c'est clairement ma meilleure lecture de l'automne. J'ai lu Notre part de nuit de Mariana Enriquez. C'était la lecture commune du book club pour le mois de novembre. Coup de cœur. Dans Notre part de nuit, je vais vous l'expliquer très brièvement parce que je reviendrai sur ce livre beaucoup plus en détail dans la vidéo de mes meilleures lectures de l'année, parce que voilà, clairement c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Dans Notre part de nuit, on va suivre principalement le personnage de Juan et de Gaspard, un père et son fils, qui tous les deux fuient à travers l'Argentine. Ils fuient une secte qui s'appelle l'Ordre. C'est une secte qui cherche à invoquer un dieu qui se nomme l'Obscurité, et ils veulent convoquer ce dieu afin de percer les secrets de la vie éternelle. Juan est un médium qui peut convoquer l'Obscurité, sauf qu'il est mourant, et l'Ordre pense que son fils Gaspard pourra le remplacer très simplement. Et donc Juan ne veut pas que l'Ordre mette la main sur son fils, et voilà, il va fuir. Notre part de nuit, c'est un roman très sombre, très magique, vraiment on le trouve en littérature blanche, et donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de magie, et en fait si, c'est un roman qui est vraiment rempli de magie, de sorts, de folklore, de rituels, c'est voilà, c'est très magique, très fantastique, mais malgré tout c'est aussi très noir. C'est trash, c'est rempli de trigger warning, vraiment c'est pas une lecture facile, c'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains, et surtout pas entre les mains des plus jeunes, parce que c'est vraiment un livre qui peut être choquant, et parce que c'est un livre aussi qui aborde énormément de thématiques, de sujets. Je pourrais même pas tout vous lister là, mais ça parle d'amour, ça parle de parentalité, ça parle d'enfance, de passage à l'âge adulte, ça parle de secte, ça parle de culte, ça parle de religion. Ça parle de la dictature en Argentine, ça parle de l'apparition du sida, ça parle d'homophobie. Voilà, c'est un livre qui traverse en fait toute une époque, puisqu'il commence dans les années 60-70 en Argentine et se termine fin des années 90, limite début des années 2000. Ça retrace énormément de choses, c'est un roman choral où on suit énormément de personnages, mais voilà, c'est un roman qui m'aura beaucoup touché, que j'ai adoré lire. Et clairement, après la lecture de celui-ci, je sais que je veux absolument lire tous les livres de Mariana Enriquez. J'ai d'ailleurs acheté son recueil de nouvelles qui était sorti avant la sortie de ce roman-là. Et je sais que début janvier sort un second recueil de nouvelles. Autant vous dire que j'irai me l'offrir, c'est sûr et certain. Bon, vraiment, c'est n'importe quoi, la lumière du jour, j'ai l'impression que ça n'arrête pas de changer. Je suis désolé. Et on arrive bientôt à la fin de ce bilan du pumpkin, puisque nous sommes dans le dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. Ça tombe bien. Et la première catégorie de ce menu s'intitulait We All Born Naked and the Rest is Drag. Les mots-clés étaient donc LGBTQIA+, amour de soi, inclusivité et diversité. Et pour cette catégorie, j'ai lu un autre livre en anglais qui vient juste de sortir en français, donc vous pouvez vous lancer. Il s'agit de The Black Flamingo, c'est de Dean Atta. Et encore une fois, j'ai mis beaucoup de post-it parce que j'ai adoré ce livre. Vraiment, je l'ai adoré, je l'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Il vient juste de sortir en français chez Slalom. Courez vous l'acheter, je n'ai rien d'autre à dire que courez l'acheter,
courez, lisez-le, vraiment c'est une petite pépite. Dans The Black Flamingo, on va suivre le personnage de Michael Brown, qui vit en Angleterre, qui est né d'une mère blanche et d'un père noir. Père qui va assez rapidement s'en aller, donc il va grandir avec sa maman. Et donc Michael est métis, Michael est gay, et on va suivre toute la vie. Le livre commence au moment de sa naissance et il se termine quand il est jeune adulte. Donc on va plutôt suivre son enfance et son adolescence. Et on va suivre toute sa construction en tant que jeune homme anglais, gay, métis, qui vient d'un certain milieu social. Et on va suivre toutes les réflexions qu'il va avoir durant sa jeunesse, durant sa vie, que ce soit vis-à-vis de ses origines ethniques, que de son orientation sexuelle. Et j'ai trouvé ça très beau, très touchant, très vrai, vraiment. J'ai annoté plein de pages, j'ai mis des post-it partout parce qu'il y a plein de moments où il se fait des réflexions et où je me suis dit mais il a tellement raison. Et la petite particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit intégralement en vers libre et en prose. Il y a un petit mélange des deux. Mais en fait, au niveau de la forme, on a l'impression de lire plein de poèmes ou des conversations écrites par message. Il y a des petits dessins parfois, il y a des illustrations. On a vraiment l'impression de lire du poème en prose. Et j'ai trouvé ça très touchant et à aucun moment ça m'a perdu et on suit vraiment toute sa jeunesse. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est pour le coup un gros coup de cœur. Et sachez d'ailleurs que si vous avez envie de vous lancer dans la lecture en anglais, et ça peut être un très bon premier livre à lire en anglais parce que l'anglais y est vraiment très abordable. C'est facile à lire, c'est très imagé, c'est très beau et j'ai quelques amis qui m'ont dit « Ah je l'ai lu en français ». Et au final, je regrette presque de l'avoir pas lu en anglais parce que même en français, c'est très facile à lire. Et je pense qu'il y a certains poèmes qui doivent encore mieux passer en version originale parce que traduire de la poésie et encore plus de la poésie en prose, je pense que ça doit pas être simple. Et là, vraiment, c'est magnifique. J'ai adoré. Et alors la prochaine catégorie s'intitulait You Cannot Eat the Money. Et là, les mots-clés étaient écologie, post-apo, anticipation, science-fiction. Je voulais lire Dragonhead, le tome 4. Et je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, c'est mon petit fail de ce challenge. Je n'ai pas lu de livre pour cette catégorie-là. Néanmoins, je ne perds pas espoir de lire ce tome 4 très bientôt, vu qu'il ne me reste plus que les tomes 4 et 5 pour finir cette saga. J'espère lire ça peut-être en début d'année. On verra bien. Et donc on termine cette vidéo avec la dernière catégorie du dernier menu qui s'intitulait le don des Merryweek. Ici les mots-clés étaient bienveillance, amour, guide, sororité, relation et guérison. J'ai retiré la sororité pour ne garder que le reste. Et j'ai lu une BD qui s'intitule Keeping Two, que je n'ai pas ici sur moi parce que je l'ai prêtée. Et écoutez, ça n'a pas été la meilleure lecture de mon challenge. C'est une BD où en fait on va suivre un couple qui va... je ne sais plus ce qui se passe, mais en gros ils savent pas quoi manger ce soir. Et la femme dit à son mec, écoute, je vais à la supérette nous acheter... je ne sais plus quoi, des pâtes. Et lui, il lui dit, écoute, pendant que tu vas faire les courses, moi je vais faire la vaisselle parce qu'il y a une tonne de vaisselle. Et en fait, sa copine, bref, sa conjointe, va mettre beaucoup de temps à rentrer, tellement de temps qu'il va avoir le temps de terminer la vaisselle et de se dire mais c'est bizarre où est-ce qu'elle est parce que la supérette est en bas de chez nous. Et donc il va se faire plein de films dans sa tête, il va vraiment partir en crise d'anxiété globale et on va suivre un petit peu tous les films qu'il se fait dans sa tête. Et je peux pas trop vous en dire parce que voilà, l'intrigue se fait au fur et à mesure, mais on suit cet homme qui est plein d'anxiété et en parallèle on va suivre l'histoire d'un autre couple, un couple qui a perdu malheureusement son enfant et à quel point cette perte va impacter leur vie de couple. Et voilà, on va suivre ces deux histoires séparément. Bien entendu, à un moment, on va comprendre quel est le lien entre ces deux histoires. Et bien que j'ai trouvé ça très beau, très bien écrit, très intéressant, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la fin, si bien que j'ai eu l'impression que c'était très personnel et que c'était presque un roman cathartique pour l'auteur, qui l'avait un peu écrit pour peut-être guérir ou
voilà, poser sur papier certaines choses qui devaient poser pour aller mieux. Et donc, j'avais l'impression de ne pas avoir toutes les clés en main pour comprendre la portée de la fin du récit. Comme si c'était peut-être trop personnel. Et j'ai eu presque l'impression de lire un journal intime qui ne m'était pas destiné. Comme si en fait, j'aurais pas dû lire ça et que c'est une histoire qui appartenait à quelqu'un d'autre. Donc ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'ai presque eu la sensation d'être voyeur, quoi, de me dire, oula, c'était pas pour moi. Et le libraire qui m'a conseillé cette BD, avec qui je m'entends très bien, n'a pas du tout eu la même sensation. Et au contraire, il a été hyper touché et il a adoré ce livre. Donc je sais que cette sensation, elle est vraiment propre à moi-même. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, je ne peux que vous conseiller de le lire et de vous faire votre propre opinion. Mais moi, clairement, là, c'est une BD que j'ai prêtée et je pense que c'est une BD que je donnerai ou que je poserai en boîte à livres, mais j'ai pas spécialement envie de la garder. Voilà, parce que bizarrement, elle m'a un peu mis mal à l'aise. Bon, et bien sur ce, nous arrivons donc à la fin de cet update du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que c'était pas trop indigeste à regarder, parce que je vous ai quand même présenté énormément de choses. Ça a été un challenge, voilà, pas simple cette année, mais je suis très content de tout ce que j'ai lu. Enfin vraiment j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de gros livres et je pensais pas que j'en serais capable. Donc voilà, encore un challenge de terminer. J'ai presque hâte d'être l'automne prochain pour le recommencer. Je pense qu'au global, ce que je retiens le plus de mes lectures de cet automne, c'est bien évidemment Notre part de nuit de Mariana Enriquez, mais aussi The Secret History de Donna Tartt, ainsi que The Black Flamingo de Dean Atta. Et je dirais aussi la BD Zoc de Jadko, qui ont été vraiment, je pense, mes meilleures lectures pour ce challenge. Et allez, on va pas le négliger, mais La Maison des Feuilles, ça aura été aussi une lecture qui restera dans ma tête encore longtemps. Là-dessus, moi, je suis assez curieux de savoir si vous avez réussi votre Pumpkin Autumn Challenge et si votre Cold Winter Challenge se déroule bien, si vous y participez. Pour ma part, le challenge commence plutôt bien, même si je n'ai pas encore coché de cases. J'avance plutôt bien dans mes lectures en cours et j'espère le réussir. Là-dessus, bah écoutez, moi, je vais vous laisser. Vu qu'il fait beau, je vais en profiter et je vais aller me balader en ville. J'espère faire le montage assez rapidement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!